En 1796, lors de la première campagne d'Italie, Napoléon Bonaparte marche sur Milan. Il impose un lourd tribut de guerre aux Italiens en se servant gracieusement dans leur musée. Il se fait plaisir et il emporte plein d'œuvres d'art qui garnissent encore aujourd'hui les galeries du Louvre. Ça, et puis aussi 12 carnets. 2 siècles plus tard, ces 12 carnets n'ont pas quitté la capitale, mais ils sont pas au Louvre, ils sont dans l'un des lieux les plus sécurisés au monde, la Banque de France. À 28 mètres de profondeur, dans une galerie surveillée H24, on trouve 2 trésors. L'or national, l'une des plus grandes réserves d'or du monde destinée à maintenir la stabilité financière du pays, et puis ces 12 carnets. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont de si précieux ces carnets? Quand on les ouvre, c'est un bordel sans nom. Il y a des croquis de partout, des inscriptions à droite à gauche, on a l'impression de passer du coq à l'âne, et on ne peut même pas lire ce qui est écrit parce que tout est écrit à l'envers. Si on veut pouvoir les lire, il faut les regarder dans un miroir. Ces carnets, ce sont 12 codex originaux ayant appartenu à Léonard de Vinci. Celui que beaucoup considèrent comme l'un des plus grands génies de tous les temps. Et évidemment, il a sa place dans cette série, les géants et les géantes, c'est ceux qui ont apporté des idées, qui ont changé le monde. Et nous, on veut tout apprendre sur eux. Donnez-moi une seconde pour vous parler du sponsor de cette vidéo, c'est grâce à eux qu'on peut produire cet épisode. Léonard de Vinci a laissé derrière lui des milliers de pages de croquis, de découvertes et d'idées visionnaires. Mais parfois, la légende se mêle à la réalité. Par exemple, on lui attribue souvent l'invention du cryptex, ce petit cylindre à combinaison popularisé par le roman Da Vinci Code n'a en réalité jamais été inventé par Léonard. Et pourtant, l'objet fascine parce qu'il symbolise quelque chose de très actuel, la volonté de protéger un secret, de s'assurer que l'information reste authentique. Alors aujourd'hui, nos secrets et notre image ne se trouvent plus enfermés dans des parchemins, mais en ligne. Et ça pose de nouveaux enjeux. Avec l'intelligence artificielle, votre voix, votre visage, tout peut être imité ou falsifié. Que croire? Comment savoir qui vous parle vraiment? C'est là qu'intervient une technologie qui s'appelle Certify.io. Cette technologie vous permet d'authentifier vos contenus en temps réel grâce à la blockchain. En quelques secondes seulement, avant de publier cette vidéo, en fait, j'ai sécurisé ce contenu pour vous garantir qu'il vient vraiment de moi. Et grâce à ça, vous pouvez être sûr que c'est moi qui vous parle et pas une IA. Avec Certify.io, vous pouvez protéger votre identité digitale. Je vais vous montrer comment j'ai certifié cette vidéo. Je me suis créé un compte sur le site de Certify.io. J'ai simplement glissé le fichier sur leur site internet et la vidéo est intégrée dans le portefeuille de mes vidéos authentifiées. Si vous voulez vous assurer que cette vidéo vient bien de moi, vous pouvez tous aller consulter mon portefeuille qui est disponible dans la description. Je vous invite à tester gratuitement Certify.io avec le code DaVinci et vous allez voir, sécuriser ces contenus, c'est super simple. Alors encore merci à Certify de nous sponsoriser. Vous savez, en général, ce genre de vies, elles sont cerclées de mystères. Mais pas tant pour Leonardo, parce qu'il laisse derrière lui des milliers de pages de notes, de dessins et de croquis. C'est un témoignage historique inestimable pour les générations futures. Et ça tombe bien, les générations futures, c'est nous. Alors maintenant, il s'agira de les lire, les croquis. Et on l'a fait pour vous, on vous en fait une vidéo. Le plus incroyable témoignage écrit de la puissance de l'observation et de l'imagination humaine. Bon, je vous dis inestimable, mais pour les assurances, il faut bien caler un prix. Et on le connaît, alors je vous le dis. Chaque carnet est évalué à 55 millions d'euros. Ce qui est génial, c'est que ces carnets, tout le monde peut les parcourir, ils sont entièrement dispo sur internet. Alors aujourd'hui, on se plonge dans la lecture du livre le plus cher du monde pour découvrir la vie du géant qui avait plusieurs siècles d'avance sur son temps. Juste avant d'attaquer, je vous préviens, aujourd'hui on va pas faire d'histoire de l'art, il y a des super vidéos là-dessus. Nous, on va surtout parler du scientifique. Tout commence à Vinci en 1452, le 15 avril 1452 à 22h30. À l'époque, on utilise De Vinci comme nom de famille, alors qu'en fait, c'est juste son lieu de naissance en fait, comme Sacha du Bourg-Palette ou Saint-François d'Assise. Vraiment, l'écart entre les deux rêves, c'est énorme. Pierrot de Vinci, un notaire, a vécu une amourette avec une jeune paysanne célibataire, et de cette liaison secrète naît un enfant. Léonard de Vinci, comme il est né à Vinci. Et Léonard, c'est un bâtard. C'est littéralement un bâtard, et c'est peut-être mieux comme ça. En naissant hors mariage, Léonard s'échappe du destin réservé aux enfants légitimes, comme tous les fils aînés depuis 5 générations. Si Léonard était né d'une union, il aurait fait l'école latine, il aurait marché dans les pas de son père, et il serait devenu notaire. Mais à l'époque, dans la classe moyenne à laquelle appartient Pierrot, les enfants nés hors mariage ne font pas complètement partie de la famille. La guilde des notaires de Florence, à laquelle appartient Pierrot, interdit les non-légitimis. Léonard a alors tout le loisir de laisser libre cours à sa créativité. Léonard reste à Vinci avec sa mère, tandis que Pierrot repart à Florence. Du coup, il réussit à Veschi l'école latine, où il aurait appris les lettres classiques et l'humanité, et il est envoyé dans une école d'Abac, où on apprend l'arithmétique. Dans cette école, destinée généralement aux futurs commerçants, pas de latin ni de grec, alors qu'à l'époque, tous les papiers scientifiques sont en grec ou en latin.
le jeune Léonard remet en question tout raisonnement établi et il est principalement autodidacte. Dans son village de la campagne toscane, il éveille sa curiosité au milieu de la nature et il dessine tout ce qu'il voit. Chaque croquis capture avec précision les détails des plantes, des muscles des animaux, et à ses 12 ans, le jeune Léonard va changer de vie. Sa belle-mère, la femme de Piero, meurt en couche. Seul à Florence, Piero décide de faire venir son fils aîné qui est en âge de commencer son apprentissage. Léonard fait ses valises et part pour Florence. Et là, c'est le moment où il faut vraiment que je vous dresse le portrait de la ville. Florence, en 1464, c'est THE place to be pour devenir un artiste. Le tiers de la population sait lire et écrire et c'est la ville avec le plus fort taux d'alphabétisation de toute l'Europe. Toute industrie y est florissante, il y a 40 000 habitants dont 5 000 membres de guildes. Il y a plus de sculpteurs de bois que de bouchers en fait. Léonard découvre la ville et voit les habitants fourmiller. Il se balade dans les rues étroites et animées, passe devant des chefs-d'œuvre architecturaux comme la cathédrale Santa Maria dei Fiori, le Palazzo Vecchio et la basilique de San Lorenzo. En coulisses, en fait, c'est la famille de Médicis qui tient le pouvoir. Laurent de Médicis arrive à entretenir des relations cordiales avec les autres cités-États qui étaient rivales avant ça. Ok, alors petit point géopolitique. À la Renaissance, l'Italie est divisée en une multitude de petits États. En plus de la République de Florence, dirigée comme une monarchie par la famille de Médicis, il y a les États du pape autour de Rome, le duché de Milan, gouverné par la famille Sforza, bref, il y a plein de petites cités-États. Et les souverains des différents États se font souvent la guerre. Ils s'entourent donc des meilleurs artistes et savants pour montrer leur supériorité. Mais à Florence, c'est assez tranquille parce que le mécénat de Laurent de Médicis permet d'entretenir une forme de stabilité. Et cette prospérité fait de Florence l'épicentre de l'art et du commerce. Autant vous dire qu'à Florence, les artistes sont particulièrement bien vus. Mais les grosses stars de la ville, ce sont les polymathes. Ces savants qui sont des maîtres dans plein de spécialités. Andrea del Verrocchio fait partie de ces gens-là. C'est un artiste, sculpteur, peintre, ingénieur polyvalent. Il est à la tête de l'un des meilleurs ateliers de Florence. Et puis, c'est aussi le pote de Piero, le père de Léonard, qui a remarqué que son fils dessine plutôt très bien. Alors, il apporte quelques dessins à Verrocchio et l'artiste accepte de prendre Léonard sous son aile. Non pas parce que c'est le fils de son pote, mais bien parce que ses dessins, ils sont vraiment très bien en fait. Le nouveau quotidien de Léonard commence dans cet atelier, niché dans une petite rue florentine, pas bien loin de l'étude de son père. Il apprend l'anatomie superficielle, des techniques de dessin, mais aussi la mécanique. Léonard est alors adolescent et c'est un immense BG. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent de lui ses premiers biographes. Alors, pour vérifier, on n'a pas de photo, mais on a une sculpture de Verrocchio qui correspond avec l'arrivée de Léonard à l'atelier. Et beaucoup disent qu'en fait, il se serait inspiré du jeune Léo comme modèle. C'est marrant parce que quand je pense à Léonard, j'imagine un vieux sage avec une grosse barbe, mais il est pas né comme ça. Et adolescent, c'était un méga beau gosse. Dans cet atelier, avec ses camarades, dont un certain Sandro Botticelli, il reçoit une formation pluridisciplinaire. Et pour illustrer cette approche holistique des projets, je vais vous donner un exemple. Un projet immense confié à l'atelier et qui illustre parfaitement cette idée du savant universel. Le projet est monumental au sens premier du terme. Installer un globe de 2 tonnes au sommet de la cathédrale de Florence. Au-delà de l'aspect artistique du projet, c'est aussi une épopée technologique qui se lance. Il dessine les appareils de levage, les mécanismes d'engrenage et se prend de passion pour chaque étape du projet. Par exemple, à l'époque, dans l'atelier de Verrocchio, il n'y a pas de fer à souder, évidemment, parce qu'il est inventé 400 ans plus tard. Non, pour souder les grandes feuilles de bronze triangulaires, les apprentis de Verrocchio utilisent de grands miroirs concaves pour réfléchir les rayons du soleil, pour les concentrer au point de soudure. Vous imaginez bien que pour calculer l'angle des rayons, l'incurvation des miroirs et tout ça, il faut être sacrément chaud en géométrie. Et Léonard adore cette partie du projet, si bien que l'on retrouvera dans ses carnets pas moins de 200 dessins de ce qu'on appellera les miroirs ardents. Il se rend compte avec ce projet que les génies artistiques et mécaniques ne peuvent pas être dissociés. Ça forme un tout. La sphère est finalement installée sous les acclamations des Florentins en 1471. Léonard a alors seulement 19 ans. Et à cet âge-là, Léonard a assez d'expérience pour commencer à assister son maître dans la réalisation de ses toiles. C'est assez commun à cette époque-là, et cette fois-ci, Léonard est chargé de peindre l'un des anges dans une scène réalisée par Verrocchio. Et le truc en fait, c'est que, l'ange de Léo, il éteint tous les autres. Les détails sont hyper fins, l'expression de son visage surpasse toutes les autres parties du tableau, même celle peinte par le maître. La légende dit que, après cette mise à l'amende par son élève, Verrocchio pose le pinceau. Il aurait abandonné la peinture pour se concentrer sur la sculpture où il est plus chaud. Léonard, quant à lui, bien qu'il ait l'âge de devenir maître, il aurait pu se barrer, il décide de rester à l'atelier. Et il commence alors à réaliser des engins, des costumes et des décors pour des spectacles. À ses 30 ans, Léonard quitte Florence. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il décide de partir, mais certains historiens pensent qu'il a été attiré par Ludovic Sforza.
Ludovic, c'est le gars qui vient de prendre le contrôle de Milan et il a de grands projets pour cette ville. Il veut affirmer sa puissance et à l'époque, ça se fait par le rayonnement culturel. La concurrence entre les cités est tout aussi culturelle que militaire. Ludovic Sforza a le même âge que Léonard. Il est archi riche et quand il s'agit de son plaisir personnel, il dépense sans compter. Milan, c'est 3 fois plus grand que Florence, 125 000 habitants. La ville est aménagée contre la propagation des épidémies. Donc Léonard arrive dans cette grande ville et il se met à chercher un job, plutôt un mécène dans son cas. Évidemment, le mécène ultime à Milan, c'est Ludovic, le boss de la ville. Alors, il lui écrit une lettre. Dans ce courrier, il met surtout en avant son savoir d'ingénieur. Il dit par exemple qu'il sait faire de super ponts, mais surtout d'ingénieur militaire. Il dit aussi qu'il sait faire de super chars. Et il termine la lettre par ses talents de sculpteur, mais ne fait jamais mention de ses tableaux. Alors c'est bien beau, ça doit faire rêver un militaire comme Sforza, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il a jamais mis les pieds sur un champ de bataille et il a jamais construit de machine militaire. Fake it until you make it en fait. À cette période, il est saoulé par la peinture. Il a envie de voir autre chose, de développer des nouvelles compétences. Alors cette lettre, pour lui, c'est plutôt une wishlist qu'un CV. C'est marrant, c'est vraiment pas un truc nouveau de gruger sur son CV en fait. Dans cette lettre, il met toutes ses chances de son côté pour être embauché par Sforza. Par moments, je trouve même qu'il force un peu quand même. Il dit qu'il sculpterait un cheval de bronze géant, gloire immortelle, hommage éternel à l'illustre maison des Sforza. Bah, figurez-vous que Ludovic Sforza, c'est cette idée qui va lui taper dans l'œil. Il embauche Léonard, qui devient le boss de la night. C'est son nouveau job. A l'époque, on assoit son pouvoir en organisant des grosses festas qui pètent et c'est un moyen d'étaler sa puissance. Ces événements peuvent être ludiques, historiques et peuvent permettre aux Sforza de légitimer leur règne auprès du peuple. Donc Léonard, il se retrouve avec le statut d'organisateur de fêtes et de spectacles et ses connaissances lui permettent d'inventer des machines de théâtre qui connaissent un grand succès. Et ce qui est cool avec l'organisation d'événements, c'est que ça ne laisse pas de place au perfectionnisme. Là où Léo avait tendance à repousser le rendu de ses tableaux qu'il laissait inachevés, là, quand la fête arrive, tout doit être prêt. Et puis, ce job lui permet aussi de se forger une solide place à la cour. Il devient l'un des ingénieurs principaux du duc, il a un big salaire, un château au centre de la ville, son atelier, bref, il pèse. Il va organiser les plus beaux spectacles pendant 7 ans. Et vous commencez à le connaître, il va pas faire que ça. Le mec ne tient pas en place et pendant ces 7 ans, il va aussi étudier les maths, la mécanique, l'anatomie et tout ça, il va le reporter dans ses fidèles carnets. Il prépare aussi un traité d'anatomie humaine, parce que pourquoi pas, et pour ça, il se base sur les travaux de l'architecte romain Vitruve. Il dessine le fameux homme de Vitruve, et l'idée, c'est qu'un corps humain idéal peut servir d'unité de mesure pour construire des édifices. Et donc, au bout de 7 ans à taffer dans l'événementiel et à accumuler des connaissances, Ludovic vient voir Léonard et lui dit « Tiens, tu te souviens du monument équestre dont tu m'avais parlé, à l'espèce de gigantesque cheval ? Tu serais pas chaud de t'y mettre ?» Et en fait, l'histoire de la construction de ce cheval titanesque illustre vraiment bien la façon de travailler de Léonard, donc on va s'y attarder une seconde. Léonard va se mettre à réfléchir à la manière dont il va s'y prendre. Il passe énormément de temps à analyser les déplacements des chevaux, il va même jusqu'à en disséquer pour représenter le plus fidèlement possible l'animal. Rien que sa préparation au dessin du cheval, c'est un boulot scientifique indépendant titanesque. Là par exemple, il fait de l'anatomie comparée. Muscles, insertions, os, tendons, tout y est, alors il se lance dans l'écriture d'un traité sur l'anatomie du cheval. Tu sais, c'est vraiment de la procrastination active quand tu fais n'importe quoi, sauf la tâche que tu as à faire. Et comme si l'écriture d'un traité d'anatomie ne suffisait pas, comme il traîne pas mal avec des chevaux, il se met à réfléchir à des méthodes pour améliorer la propreté des écuries. Il se met à inventer des mangeoires mécaniques, des systèmes de vidange du fumier. Le mec est hyper distrait, mais malgré toutes ces distractions, il crée une version en argile à l'échelle. Et puis, avec ce brouillon, il assoit sa supériorité. Tout le monde vante ses mérites. Ce cheval, il est beau, il est magnifiquement représenté, il est immense, mais il est en argile. Et dans sa lettre, Léonard, il parlait d'un cheval en bronze. Et c'est là que ça se complique. De toute façon, c'est pas possible de faire un moule dans lequel couler 75 tonnes de bronze, mais impossible n'est pas de Vinci, il est bien décidé à couler son cheval d'un trait. Il va passer 2 ans à travailler sur les mécanismes du coulage. Il fait de la chimie pour déterminer les meilleurs mélanges d'argile et de sable qui feront le noyau de la statue. Il crée des enduits pour protéger le moule de l'humidité. Il repousse les connaissances en ingénierie en imaginant des mécanismes uniques pour la couler. Mais en 1494, alors que tout se précise, les troupes françaises de Charles VIII marchent vers Milan, qui, pour préparer sa défense, utilise le bronze pour créer 3 canons. Et le pire, c'est qu'ils ne seront même pas utiles parce que finalement, les Français prennent Milan en 1499. Et ce cheval ne verra jamais le jour. On est en 1499, Louis XII envahit Milan et en marchant sur la ville, les Français consolident leur influence en Italie.
Et Ludovic Sforza, le boss de la ville, prend la fuite. Léonard se retrouve sans mécène, sans protecteur, et à partir de là, c'est un peu le bazar. C'est le début d'une période d'errance pour lui. Il cherche d'abord à se rapprocher du roi Louis XII, mais finit par quitter Milan. Il passe par Mantoue, où il est brièvement accueilli par Isabelle d'Este, mais ça se passe pas super bien, alors il prend la direction de Venise. À Venise, il se fait surtout remarquer en tant qu'ingénieur militaire, finalement il a réussi, en participant à la défense de la ville contre les invasions. Encore une fois, Léonard préfère se présenter comme ingénieur plutôt que peintre, mettant en avant ses talents techniques plus qu'artistiques, et puis finalement, en 1503, il rentre chez lui, à Florence. Son retour aux sources est marqué par un duel au sommet, un combat de titans qui l'oppose à Michel-Ange. Ouais, là il s'attaque pas à n'importe qui, et d'ailleurs cette rivalité va le ramener plus vers la peinture. On est sur les deux plus grands génies de la Renaissance, mais ils ont des approches très différentes. Et en 1504, la République de Florence leur commande à chacun une représentation d'une bataille dans la salle du conseil du Palazzo Vecchio. C'est vraiment la compète parce que les deux œuvres sont censées se faire face dans la même pièce. Michel-Ange et Léonard ne s'aiment pas, ils ont pas la même vision de l'art. Alors que Michel-Ange vient de terminer sa sculpture monumentale de David en marbre, Léonard continue d'affirmer que la sculpture est un art mineur. Lui, en retour, il se moque de Léonard en lui assénant qu'il ne sait pas terminer ses œuvres, et à vrai dire, il a raison. Et puis, les rivaux n'utilisent pas du tout la même méthode artistique. Là où Léonard est ancré dans l'observation minutieuse, Michel-Ange, quant à lui, est beaucoup plus spirituel. Et puis, finalement, aucun des deux ne finira leur fresque, on est sur un gros match nul. Mais ça ne marque pas la fin de sa carrière de peintre. Maintenant, il pèse beaucoup plus et tout le monde s'arrache ses services. Notamment un homme, un riche commerçant florentin qui lui demande de peindre sa femme, Lisa del Giocondo. Bon, je sais, on a dit qu'on ferait pas d'histoire de l'art, mais on peut pas passer à côté de la Joconde quand même. Alors, on va parler de science à travers le regard perçant de Mona Lisa. C'est l'un des derniers portraits peints par Léonard. Il est au sommet de son art. Dans la Joconde, il y a de l'optique avec la perspective atmosphérique. Vous savez, le fait que l'arrière-plan devienne brumeux au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sujet. Il utilise sa technique spéciale, le sfumato, cette espèce de dégradé qui permet d'avoir cette douce transition entre lumière et ombre. Et puis, dans cette espèce de sourire énigmatique dans le visage de Lisa, on ressent son étude de l'anatomie. Et puis, on a aussi des maths dans la structure du tableau qui utilisent le nombre d'or. C'est ce nombre qu'on retrouve dans plein de phénomènes naturels, la structure des coquillages, le positionnement des feuilles sur une branche, et donc aussi la Joconde. Ce tableau, il ne va jamais le livrer à son client. En fait, il va jamais s'en séparer, il l'emmène partout avec lui jusqu'à sa mort. Il profite de son retour à Florence pour se replonger dans ses études anatomiques, notamment à l'hôpital Santa Maria Nuova. À l'époque, les dissections sont encore controversées, pourtant lui, il les enchaîne pour assécher sa soif de connaissances. Au fil des pages de ses carnets, on dénombre 228 planche complète. Et si jusqu'ici il se contentait d'étudier l'anatomie superficielle qui lui permettait de rendre ses tableaux les plus réalistes possibles, en 1507, il commence à disséquer un vieil homme qui s'est éteint sous ses yeux à l'hôpital Santa Maria Nuova. Il cherche les raisons de ce décès et fait une découverte majeure. Il observe que l'artère du cœur est durcie et encrassée, et il suppose que ce serait ça la cause de la mort de cet homme. Il est, à ce moment-là, le premier à faire la description clinique détaillée d'un infarctus. Il découvre qu'il y a des tourbillons à l'intérieur des ventricules et il retranscrit toutes ces observations en dessin anatomique hyper détaillé. On peut observer dans ces pages le rôle des ventricules, la description ultra précise des valves qui impressionne encore les docteurs actuels. La complexité du myocarde, le muscle cardiaque. Il va même plus loin en créant un modèle expérimental pour comprendre le fonctionnement du cœur. Et là, il fait de l'hémodynamique avant l'heure. L'hémodynamique, c'est l'étude de la dynamique du sang. En somme, il fait une description détaillée et révolutionnaire du système cardiovasculaire. Léonard est un autodidacte. Lui qui n'a pas reçu d'éducation formelle, préfère l'expérience sur le terrain plutôt que la théorie des anciens. Pourtant, dans cette page, on comprend son intérêt à apprendre le latin, la langue qui est utilisée à l'époque par les érudits, mais lui, il est en galère. Ici, là, on est sur une page du Codex Trivulsianus, une page de vocabulaire comme il y en a beaucoup d'autres dans ce carnet qui regroupe 9000 mots traduits du latin vers l'italien. Il n'est pas lettré. Toutes les connaissances sont en latin. Et lui, il essaye d'apprendre, mais en vain. La chance de Léonard, c'est que l'année de sa naissance, en Allemagne, un certain Gutenberg mettait au point la toute première presse d'imprimerie et permettait la diffusion des connaissances dans toute l'Europe.
Et c'est comme ça que l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, c'est un naturaliste antique, finit entre les mains de Léonard. Et grâce à ça, Léonard peut assouvir sa curiosité insatiable. En fait, comme c'est un contemporain de Gutenberg, il devient un des premiers grands penseurs à accumuler les connaissances des pointures dans plein de domaines. Donc autodidacte, ok, mais il s'appuie malgré tout sur toutes les connaissances des anciens. Il accumule des ouvrages scientifiques, des traités d'architecture, des volumes plus littéraires, bref, il se régale. Finalement, avec ses lectures, Léonard se rend compte que, ça sert à rien d'opposer la théorie et la pratique. Les deux se complètent pour faire avancer la science. Et à penser comme ça, en fait, il révolutionne la manière de faire des sciences. En 1510, il écrit ça. La pratique doit toujours être basée sur une solide connaissance de la théorie. Lui qui, jusqu'ici, ne jurait que par la pratique, il écrit dans les pages de son carnet: ceux qui sont férus de pratique sans posséder la science sont comme le pilote qui embarquerait sans timon ni boussole et ne saurait jamais avec certitude où il va. En fait, Léonard, c'est pas juste un mec hyper smart, c'est le croisement entre un génie et son époque. Le bon endroit au bon moment. Et comme vous, il a compris que c'était important de s'intéresser aux géants et aux géantes qui ont changé le monde avant lui. À l'époque, ça ne coule pas de source d'allier la théorie à la pratique. Et avec ce que fait Léonard, on a les prémices de la méthode scientifique moderne, que Galilée développera 112 ans plus tard. En 1508, Léonard est de retour à Milan et reçoit le paiement de sa dernière grande peinture, la Vierge au rocher. Il a 56 ans et pose le pinceau pour se concentrer sur sa carrière d'ingénieur. Louis XII rentre des champs de bataille et nomme Léonard ordonnateur des fêtes. Gros retour aux sources, lui ça lui va, il kiffe l'événementiel. En parallèle, il est employé comme architecte et ingénieur hydrologue dans la construction d'un système d'irrigation. Et puis il poursuit toujours ses études anatomiques. Prenez cette page par exemple, c'est sûrement la première représentation réaliste de l'anatomie fétale. On a une coupe transversale et le fœtus humain en détail. Il note que le sang maternel et le sang fœtal ne se mélangent pas directement. Et cette hypothèse ne sera confirmée que des siècles plus tard. En se baladant à travers les pages de son carnet, on tombe assez régulièrement sur ce type de dessin. L'une des obsessions de la vie de Léonard a toujours été de voler. Et après avoir étudié le vol des oiseaux, comme ici où il décompose image par image un battement d'ailes, 400 ans avant l'invention du cinéma d'ailleurs, il se met à concevoir différents prototypes de machines volantes. Il part du principe que l'homme peut voler et il met en place des machines pour y parvenir. Il est le premier à décrire que les oiseaux ne se déplacent pas dans l'air de la même façon que les poissons se déplacent dans l'eau. Que à l'inverse de l'eau, l'air est un fluide compressible. Et ça franchement, fallait y penser. Dans sa quête du ciel, il étudie des concepts comme la portance. 400 ans avant sa formalisation mathématique. Il invente même des outils pour étudier l'effet des frottements. Tenez, par exemple, cette machine, c'est un tribomètre. Ça permet d'étudier le coefficient de frottement entre deux surfaces. Putain, ça a pas l'air simple comme truc, hein. Et ben, si on feuillette le Codex Foster, on tombe là-dessus. Le premier appareil pour quantifier l'effet des frottements. Bam, 3 siècles d'avance. Il est aussi le premier à théoriser le biomimétisme en s'inspirant du battement des ailes des chauves-souris. Mais malgré tous ses efforts, Léonard ne volera jamais. Pourtant, en 2003, une équipe d'historiens et d'ingénieurs se met en tête de construire et de tester les prototypes des machines volantes dessinées par Léonard dans les pages de ses carnets. Et ben, devinez quoi? Ils parviennent à faire voler un planeur. Et ça, c'est un bel hommage. Et en fait, moi, cette transmission intergénérationnelle, cette idée que le passé est déjà en nous, c'est un truc qui me ravage. Et c'est pour ça qu'on fait cette série. 1515, Marignan. François Ier s'empare de Milan et affirme son pouvoir en Italie. Le roi demande alors à Léonard de s'installer en France. Le roi de France, c'est un peu le mécène ultime finalement. Alors, en 1516, il part pour Amboise. Léonard a 64 ans et il s'installe au château du Clos-Lucé. Il est fatigué et atteint d'une paralysie de la main droite. Les historiens pensent que ça vient sûrement de plusieurs AVC. Il ne peint plus lui-même, mais il fait travailler ses élèves sous sa direction. Le roi et Léonard s'apprécient beaucoup mutuellement et il a beaucoup de liberté. Il semble organiser quelques fêtes et réfléchit à quelques derniers projets architecturaux pour le roi qui veut établir une cité royale à Romorantin. Finalement, Léonard s'éteint en 1519 au Clos-Lucé, probablement atteint d'un accident cérébral. Vasari, le premier biographe de Léonard, raconte qu'il s'est éteint dans les bras du roi. François Ier dira de lui « Il n'y a jamais eu un autre homme né au monde qui en savait autant que Léonard en peinture, en sculpture et en architecture, comme il était un grand philosophe ». Quand je regarde la vie de Léonard de Vinci, en prenant du recul, comme on vient de le faire, je vois une vision de la vie. Son exploration infinie, guidée par une curiosité infatigable, sa vie, il l'aura passée à observer, à comprendre, à creuser toujours plus en révolutionnant au passage plusieurs disciplines scientifiques. Il nous lègue, à travers les pages de ses carnets, un héritage inestimable qui, 5 siècles après lui, continue toujours de nous émerveiller. Et je crois qu'il faut finir cette vidéo sur les mots de Léonard.
Comme une journée bien remplie donne un bon sommeil, une vie bien remplie donne une mort tranquille.